J'y crois pas que ça fait 5 ans que la chaîne existe. 5 ans que j'essaie de vulgariser mes passions, que j'essaie de construire des ponts entre les gens, que j'essaie de les faire réfléchir. Pour marquer le coup, faudrait faire un truc personnel comme avec la vidéo sur Doctor Who. Genre un sujet viscéral mais qui fait quand même réfléchir. Ça va être long. Comment vivre ensemble? Avant même que l'humanité n'existe, nos ancêtres essayaient de s'adapter au mieux à leur environnement pour survivre et se reproduire. Ils ont pu tester plusieurs stratégies et seuls ceux qui ont su trouver les meilleures de ces stratégies ont pu subsister. Et apparemment, un de ces comportements très efficaces pour la survie, c'était la coopération. On a souvent cette image de la loi de la jungle, la loi du plus fort, mais en réalité, c'est bien plus l'entraide qui fait perdurer les espèces. Bien avant que les communautés d'Homo sapiens existent, il y avait des proto-sociétés, où les forts aident les plus faibles, où tout le monde coopère. Mais il s'agit toujours d'un équilibre fragile, qui peut facilement voler en éclats. Avec le temps, les humains se sont posés à leur tour cette question. Comment faire société? Comment réussir à vivre et à bien vivre ensemble? Voilà une question qui est une des plus fortes de toute la philosophie. Certains vont vouloir faire société sur des valeurs, d'autres ancrées sur des histoires, sur une identité commune. Bref, les réponses sont infinies. Mais la question mérite qu'on se la pose. Après tout, on est différents, on a tous une vision du monde différente, on est d'accord sur rien, on devrait être en guerre civile permanente, mais tout cela tient. Et ça tient tellement bien qu'on oublie de se demander comment est-ce que ça peut bien tenir. Alors prenons une œuvre qui permet d'y voir plus clair. Quelque chose qui nous donne des clés pour comprendre ce qui est pour moi le miracle de la société. Aujourd'hui, on parle de l'œuvre de Pierre Bourdieu. J'en vois qui sont déçus. C'est parce que j'ai déjà parlé de lui, c'est ça? Ouais, mais à chaque fois je faisais que l'évoquer, c'était jamais le cœur de la vidéo. Non, croyez-moi, vous allez apprendre des choses aujourd'hui. Et le sujet étant très vaste, il va falloir que je vous parle d'autres choses pour bien comprendre Bourdieu. Aujourd'hui, on parle de Matrix pour de bon. C'est pas trop tôt. Matrix, il y a eu un avant et un après. Pour le cinéma comme pour moi. Ça a complètement changé ma manière de voir le monde. Ça a beaucoup fait pour ma politisation et ma compréhension de la société. Bon après je vous dis tout ça, mais je dois avouer que la première fois que j'ai vu Matrix, j'étais adolescent. J'avais entendu qu'il y avait un scénario profond et des effets visuels révolutionnaires, mais c'est tout. Je l'ai vu et... rien. Oui, vu la longueur de la vidéo, vous attendiez peut-être à ce que je vous dise que ça a été une révélation, que j'ai revu le film 1000 fois et que c'est devenu mon film préféré. Mais non, pas du tout. Je le voyais comme un film de science-fiction action sympathique, avec un scénario un peu compliqué, et avec des suites réputées moins bien, donc pas besoin de les voir. Ouais, j'en ai fait du chemin depuis. Alors, que s'est-il passé? D'abord, les critiques YouTube, qui permettent de comprendre le message des réalisatrices. À peu près en même temps, j'ai commencé à m'intéresser à la politique, à la philosophie et les sciences sociales. Là encore, via de la vulgarisation sur internet. Le temps de faire mûrir tout ça, j'étais complètement matrixé par ces films. Matrixé. Ouais, être comme envoûté, obnubilé. Ça a complètement changé ma manière de voir le monde. D'abord parce que c'était la première fois que je mesurais ce que ça voulait dire être un auteur. Les réalisatrices ont travaillé avec Matrix, un film qui fourmille de symboles à déchiffrer, de métaphores visuelles et de messages à différents niveaux de lecture. Ce que mes profs de français avaient essayé de faire sans succès, Matrix y est arrivé. Ensuite, parce que j'ai vraiment commencé à comprendre la puissance du déterminisme social et les différentes raisons qui poussent les gens à agir. Et enfin, j'ai eu une nouvelle manière de décrypter ce qui m'entoure. Matrix et Bourdieu ont pour point commun de nous donner une nouvelle grille de lecture du monde. Une grille qu'on pourrait résumer par une formule simple, qui pourrait vous apparaître simpliste au premier abord, mais je vous assure que je suis très sérieux. La grande révélation que j'ai eue, c'est que nous vivons dans une société. Je parle de révélation, pas parce que j'ai subitement appris qu'on vivait dans une société, parce que, ça j'étais au courant, mais parce que j'ai saisi toute l'ampleur de ce que ça impliquait. Et si vous me connaissez, vous savez que j'aime analyser le sens caché des choses, ce qui n'est pas toujours évident au premier coup d'œil, ce qui évidemment m'a poussé à vous analyser Matrix. Voilà, donc cette intro étant déjà beaucoup trop longue, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. What is the Matrix?
Matrix est un film de science-fiction réalisé par les sœurs Wachowski, toutes les deux des femmes trans. C'est le premier d'une série de films qui pour l'instant en est à 4, mais au moment où j'ai écrit ma vidéo, c'était surtout une trilogie. On nous y raconte l'histoire de Thomas Anderson alias Neo, informaticien le jour et un hacker la nuit. Un jour, il rencontre un groupe de résistants emmenés par Morpheus et Trinity, qui lui expliquent que le monde dans lequel il vit n'est qu'un monde virtuel, dans lequel les êtres humains sont gardés inconsciemment sous contrôle. What is the Matrix? Control. The Matrix is a computer-generated dream world, built to keep us under control. Neo va ainsi entrer en résistance, apprendre à tordre les règles qui régissent le système, qui va aboutir en fin de trilogie à la libération de l'humanité du joug des machines. La trilogie Matrix est devenue culte. C'est pas juste parce que ça faisait une super vulgarisation à la philosophie. C'est devenu culte parce que c'était trop cool comme film. Rien que les tenues, regardez-moi comment c'est trop stylé. Et tout a un sens en plus. Les lunettes de soleil, c'est pour distinguer ceux qui connaissent la réalité sur la matrice. Qu'ils voient finalement le monde qui les entoure comme un code, au-delà de ce que disent leurs yeux. Quoi? Je viens de comprendre pourquoi tu portes des lunettes en intérieur. Oh mais qu'il est con. Avec toutes ces symboliques, il y a une infinité de manières de comprendre Matrix. Et je voulais vous faire sentir le cœur du message, ce que représente la matrice. Et c'est là normalement, quand on comprend ça, qu'on se dit... Dans cette partie, je vais surtout rester sur Matrix 1. On verra après pour les messages du 2 et du 3. La matrice est au départ décrite comme le monde simulé auquel l'ensemble de l'humanité est branché en permanence. Mais en sous-texte, ça représente un système de règles qui a réussi à devenir invisible. Une illusion qu'on prend pour la réalité. Et une structure qui arrive à imposer ses règles à tous ses membres, c'est la définition même du pouvoir. La Matrix incarne finalement tout système oppressif, qui conditionne l'ensemble de ses membres avec ses règles autoritaires. Morpheus cite par exemple des choses liées à l'aliénation pour caractériser la matrice. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. Mais voilà, un système autoritaire n'est pas un truc parfaitement homogène et figé. Il finit toujours par y avoir un élément rebelle qui s'y trouve. Et cet élément rebelle peut créer d'autres éléments rebelles, et c'est d'ailleurs comme ça que naît une révolution. Beaucoup y voient l'instinct naturel de l'humain à chercher à toujours augmenter sa liberté. Encore aujourd'hui, on essaie de définir la nature humaine. L'humain est par nature... quoi? Altruiste, coopératif, bon, mauvais, compétitif, égoïste? Chacun y met un peu ce qu'il veut, souvent en le justifiant n'importe comment. Des débats parfois un peu pourris et aux doigts mouillés, qui en disent souvent plus sur la nature de la personne qui s'exprime à ce sujet que sur celle qu'aurait l'humanité. Alors c'est super, hein, ça permet d'être hyper péremptoire, avec des affirmations au pifomètre, parce que c'est beau ton utopie, mais ça peut pas marcher parce que la nature humaine est égoïste. Ou à l'inverse, que s'il y avait pas le système qui corrompt l'humain, on partagerait naturellement nos chocs à pic autour d'un feu. J'ai parlé en introduction de ce cliché d'évolution comme étant la loi du plus fort. Alors qu'en réalité, la coopération est un avantage évolutif majeur. Mais ça veut pas dire que l'humain est un être de pure coopération. Il n'est pas non plus agressif ou naturellement égoïste, non. L'être humain est avant tout un animal social. Et le social, c'est tout en même temps. À la fois la coopération et la compétition. Un lien social pouvant aussi bien être de l'amour, de la domination ou un mélange des deux. Et cette nature polymorphe du social, ça passe aussi par ce qu'on refuse en affirmant. Si par exemple je dis « je suis français », ça sous-entend « mon identité c'est français » et pas une autre nationalité. En acceptant cette étiquette, j'ai créé une séparation, une catégorie, et ça me paraît acceptable de l'utiliser. Les États et les frontières, c'est une construction sociale avec une part d'arbitraire, mais je choisis de l'accepter parce que c'est plus pratique pour moi et c'est plus pratique pour les autres d'avoir cette catégorie et tout ce qu'elle implique. Eh bien ça, c'est une norme. Dire que telle chose doit être comme cela et que c'est pour le bien du groupe. Ces systèmes de normes et de règles, ils n'existent pas pour rien. Ils sont aussi là pour cadrer la violence physique de tous contre tous. Rousseau théorisait l'homme à l'état de nature, sauvage, agressif et isolé, et l'opposait à la culture, au moment où l'humain s'organise en communauté, en société pour enfin devenir vraiment un être accompli. Entre les deux états, c'est le moment où on comprend qu'avoir des règles, c'est pratique quand même.
Et on décide de faire société symboliquement en signant un contrat social qui nous pose des contraintes de vie ensemble en échange de sécurité. En dehors de l'État, nous sommes soumis les uns et les autres à la violence arbitraire des uns et des autres. L'État permet de sortir de cette situation en monopolisant à son profit la seule violence qui sera perçue comme légitime et qu'il peut utiliser pour maintenir l'ordre. On ne fait pas société sans normes. Et c'est un peu ça la première leçon que j'ai comprise de Matrix. Mais j'ai aussi appris que ces normes sont le fruit de hasard et combats en grande partie invisibles, des luttes permanentes pour les définir. Je pense qu'on peut résumer cette double idée à une scène, qui doit être la scène la plus culte du film, pilule bleue ou pilule rouge. Pour moi, tout est politique. Tout ce qu'on dit, ce qu'on fait, s'inscrit dans un certain contexte politique et aura des conséquences sur ce contexte. Par exemple, raconter une histoire met en scène certaines situations, porte un message moral et impacte les personnes qui le regardent, des impacts sur leurs opinions politiques. Sans forcément qu'on en ait conscience, on passe notre temps à prendre position sur tout un tas de sujets politiques. Les positionnements politiques se recoupent souvent avec la question « inventer quelque chose de nouveau » ou « garder ce qui a déjà existé ». C'est le premier grand choix que doit faire Neo. Prendre la pilule rouge et découvrir une nouvelle manière de voir le monde, bouleversant ainsi toutes ses certitudes, ou bien prendre la pilule bleue, tout oublier et rester dans son monde habituel. Cette scène illustre à elle seule tout le principe du clivage gauche-droite, à la fois psychologiquement mais aussi... Tu es sûr que tu ne t'éloignes pas du sujet? Non. Enfin, si. Mais à la fin tout fait sens, mais c'est juste qu'il faut que les gens me fassent confiance un peu. Le personnage de Neo a une vie d'informaticien. Il a donc un travail, des relations, et peut choisir de s'en satisfaire. Il peut aller dans sa voie toute tracée de métro, boulot, dodo. Mais on lui propose une autre voie. On peut lui montrer la vérité sur le monde qui l'entoure. Une dure réalité composée d'exploitation de toute une espèce. Une espèce qui naît, grandit et meurt que pour satisfaire les envies d'une autre. Un système horrible que Neo doit encaisser. Ce qui est déjà pas simple. Mais en plus, une fois qu'il le sait, doit commencer à le combattre. Parce qu'il ne peut plus revenir en arrière. Il n'a plus le choix une fois qu'il a choisi une voie. Et puisqu'il choisit la pilule rouge, il doit vivre salement, dangereusement, être fatigué, sous pression. Mais au moins, il connaît la vérité sur le monde qui l'entoure. Pour le meilleur et pour le pire, il a choisi de connaître le monde et entrer en lutte pour le sauver. Et c'est bien ce choix qui est pour moi crucial, parce que ça représente au fond tous les choix politiques. Les gens qui veulent faire le mal, ça existe pas vraiment. Mais pour défendre le bien, il va falloir se battre pour faire triompher la vision qu'on en a. Ce qui découragera beaucoup de monde. Bientôt nous aurons tous à choisir entre le bien et la facilité. Comme on l'a vu avec les statu quo warriors, en politique, il y a une différence entre la posture et les actes. On peut avoir l'impression d'être progressiste et le revendiquer haut et fort, tout en agissant comme un conservateur dans les faits. C'est bien de se poser la question sur comment on se place sur le premier axe, mais en réalité, c'est le deuxième qui compte vraiment. En fait, réfléchir à où on se situe politiquement, c'est comme s'interroger sur sa place dans la société. Ça sert avant tout à pouvoir mettre ça en cohérence avec nos actes. Et le souci, c'est que pour être progressiste au sens large, qu'on soit défenseur de la liberté, de l'égalité ou de la fraternité, on ne peut pas se contenter de vivre nos vies tranquilles. Il faut se battre pour ça. Sinon, on ne participera pas à faire avancer ces idéaux. En réalité, participer à défendre une idée ou participer au fonctionnement d'un système, ça ne demande finalement pas de le comprendre, mais juste de suivre les ordres. On retrouve ainsi l'influence dans Matrix de Cornel West, figure des études afro-américaines, qui joue d'ailleurs un rôle dans Matrix 2 et prononce cette phrase. La compréhension n'est pas indispensable à la coopération. C'est pour ça que Neo, une fois qu'il a choisi la pilule rouge, doit apprendre. Il a compris qu'il ne veut plus participer à un système qu'il n'approuve pas. Il refuse de rentrer dans le rang, le chemin qu'on lui a tracé. C'est ça le sens de ce choix entre pilule bleue et rouge. Est-ce que Neo préfère rester dans cette ignorance confortable, ou est-ce qu'il veut connaître les règles qui régissent le monde? Et son choix de la pilule rouge est payant. Neo finit par réussir à tordre les règles de la matrice et la voir comme elle est vraiment. On montre visuellement la matrice avec du code vert pour bien signifier « ce n'est pas le réel ». Ça y ressemble beaucoup, mais en réalité c'est un code qui le simule. Prendre la pilule rouge, c'est notamment voir la chose la mieux cachée à nos yeux, nous qui sommes plongés dans cette société.
le déterminisme. La base de la sociologie, c'est le processus de la socialisation, la manière par laquelle on devient des sujets sociaux. Pour prendre un exemple, si on arrive dans une nouvelle entreprise, on va essayer d'apprendre un peu les codes spécifiques à cette entreprise. Attention, le patron aime pas trop nous voir traîner devant son bureau. Oh, on a l'habitude de se vouvoyer entre collègues. Oh, et puis Berthier de la compta, faut surtout pas l'énerver. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est dégueulasse. Mais je te l'ai déjà dit, je le supporte plus, ta moustache. Au fur et à mesure qu'on en apprend, on va changer nos manières de parler, d'agir et de réagir pour se faire accepter autant que possible par ce petit monde qu'on découvre. Imaginez qu'on fait en réalité ça pour tous les mondes sociaux de notre vie, pour l'ensemble de la société, et depuis tellement longtemps qu'on a commencé avant de pouvoir se créer des souvenirs. La socialisation est ce qui nous forge en tant qu'individus, et surtout en tant qu'animaux sociaux. C'est parce qu'on se crée des codes et des règles ensemble qu'on peut vivre en communauté. On distingue souvent la socialisation primaire, qu'on a pendant l'enfance, qui est vraiment la socialisation qui va constituer une identité profonde pour une bonne partie de ta vie. Et après l'enfance, la socialisation secondaire, moins forte, ce qui fait qu'on est beaucoup moins malléable. C'est représenté dans Matrix par cette réplique. Nous avons une règle. Ne jamais libérer un esprit après qu'il n'ait atteint un certain âge. C'est dangereux. L'esprit résiste de toutes ses forces, j'ai déjà vu ça. Mais Bourdieu va plus loin. Il dit que non seulement on se forge différentes identités sociales par la socialisation, mais que c'est aussi ça qui va forger nos attitudes, nos manières d'être, de voir le monde, de parler. Notre corps sera le porteur de notre environnement social incorporé. On va ainsi avoir notre identité sociale propre, unique, mais elle aura beaucoup de points communs avec ceux qui auraient grandi dans le même milieu social que nous, auront subi les mêmes influences que nous, et l'ensemble de ces structures qu'on rencontrera forgeront des identités collectives. Et cette identité sociale à la fois personnelle et collective, c'est ce qu'il appelle l'habitus. C'est avec ce concept que Bourdieu fait le lien entre l'individu et le collectif. Et c'est pas pour rien si c'est l'un de ses plus connus, qui est encore discuté aujourd'hui. On a par exemple eu Bernard Lahire qui a insisté sur le fait que notre habitus est multiple. Nous sommes structurés par des choses très variées, et encore plus depuis l'arrivée du net. On ne saurait parler d'un habitus familial, mais d'une multiplicité de socialisation possibles par la famille, conduisant à des dispositions pouvant entrer en contradiction entre elles. Donc, si ça peut prendre beaucoup de formes, il y aura toujours un déterminisme social. Nos choix sont tellement le fruit des influences de la société qu'on ne peut pas dire « je fais mes choix en toute liberté ». Concrètement, ce déterminisme va beaucoup passer par de petits mouvements, beaucoup de petites phrases, de petits regards, qui formeront beaucoup de petites influences. À force d'influence, répétée encore et encore, ce qui doit arriver, arrivera. Toutes ces influences, ces choses qui nous affectent, déterminent notre personnalité, et on n'a aucune emprise dessus. Et pourtant, cette identité, on y tient. On défend le fait d'être un homme, d'être né ici plutôt que là-bas. Tout ça, on va en être fier, alors qu'au fond, on ne le mérite pas. On est comme ça, on n'a pas choisi d'être comme ça, et on est prêt à défendre ce truc qui nous est tombé dessus par hasard. Comme j'ai dit dans la vidéo sur Ruffin, nos affects sont nos choix. La politique est une bataille constante d'affects et de passion pour décider comment organiser la vie de la collectivité. Mais avec ce qu'on vient de dire, on a assez vite un problème. Si notre manière de voir le monde est si différente, comment vivre ensemble correctement? Comment empêcher que nos différences d'opinion créent la discorde et empêchent la société de tenir? C'est là qu'intervient le concept d'idéologie dominante. Et oui, une société n'est pas qu'une combinaison d'individus. Il y a des rapports de domination interne. Les gouvernants ont besoin de créer des illusions, qui vont devoir se répandre et que la majorité des gens y adhèrent. Et il s'agit d'illusions nécessaires pour la cohésion du groupe. Le mythe de l'entrepreneur qui s'est fait tout seul, par exemple, permet de rendre justifiable l'exploitation aux yeux des autres. Il mérite son argent. On va pas le taxer puisqu'il a travaillé dur pour l'avoir. C'est le fruit de son labeur et de sa grosse intelligence. Si on cherche à faire vaciller un pouvoir, il faut pouvoir saper ces illusions, en proposant notamment un nouveau consensus, avec de nouveaux idéaux. Des nouveaux idéaux qui seront attaqués par les défenseurs du système dès l'instant où ils apparaîtront. La matrice est défendue par les agents. Les agents sont des programmes habillés en costard, oreillettes et lunettes. Ce qui sert à symboliser les défenseurs du pouvoir, essentiellement la bourgeoisie et les capitalistes, sans avoir à exprimer d'identité propre. L'habitus de leur groupe suffit. Ils sont conformistes
et semblent clonés comme des PNJ de jeux vidéo. Tous ceux qui n'ont pas été réveillés de la matrice peuvent en un clin d'œil devenir des agents. Ce qui oblige nos héros à être en permanence en alerte, car le danger peut venir de partout quand ils sont dans la matrice. And many of them are so inert, so hopelessly dependent on the system that they will fight to protect it. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was. Look again. Quand vous vous mettez à défendre l'idéologie dominante, votre identité perso importe peu. Vous agirez comme n'importe quel agent du système. Un peu comme quand les politiciens arrivent à imposer un élément de langage dans le débat public. On va tous en chœur le reprendre les arguments en boucle comme du papier à musique. Marx disait que l'idéologie, c'était nos conditions matérielles d'existence qui construisaient la manière de voir la réalité. Et ces conditions matérielles d'existence, elles sont déterminées par les dominants justement. Dans la société capitaliste, c'est la bourgeoisie qui organise la production, et dans l'ancien régime, c'était les nobles. La classe dominante est dominante précisément parce qu'elle impose sa manière de voir, son ordre social à l'ensemble de la société. L'idéologie dominante veut s'imposer comme la matrice qui nous retiendra dans la simulation, quoi qu'on fasse. Cette analyse peut paraître très figée. Les agents sociaux seraient alors juste le fruit d'incitations, tellement fortes et nombreuses qu'aucune liberté ni révolution n'est possible. Mais ce serait oublier qu'on n'est pas tous socialisés de la même manière, et que tout cela évolue en permanence. Si un jour on se rend compte qu'il pourrait en être autrement, c'est là que l'idée de révolte apparaît. C'est quand on refuse de voir le monde de la même manière que les dominants, que nos affects dominants vacillent et changent. C'est pourquoi tous les corps individuels sont des champs de bataille passionnels. Les corps sont des scènes conflictuelles où se composent des affects contradictoires dont la résultante va déterminer tel ou tel mouvement de corps. Alors, qu'est-ce que la vacillation ? Eh bien, c'est la déstabilisation d'une balance affective jusqu'ici bien établie, prélude à sa possible inversion. L'affect dominant va changer et il va s'en suivre la détermination de nouveaux mouvements de corps. Donc finalement on revient à ce que disait la personne qui a popularisé le déterminisme, Spinoza. Pour lui, certes, toutes nos actions sont déterminées, mais on peut au moins comprendre quels sont nos déterminismes. Tu n'es pas venu ici faire ce choix, tu l'as déjà fait. Tu es ici pour essayer de comprendre pourquoi tu l'as fait. Alors, un petit point sur le mot déterminisme. Le social n'explique pas tous les comportements. En fait, déterminer, ça peut laisser entendre que, grâce à l'analyse sociologique, on peut tout prédire, que la société décide de tous nos comportements. Évidemment, c'est plus compliqué que ça. On agit également en fonction de facteurs physiologiques, par exemple. Les comportements dépendent aussi de notre ADN, issu de millénaires d'évolution, de hasard et de stratégies pour survivre. Mais la biologie non plus n'explique pas tout. C'est une des raisons pour laquelle il faut dépasser cette opposition entre inné et acquis. En fait, la seule chose qu'on n'a pas dépassée, c'est qu'une cause a des conséquences. Et ça nous ramène au déterminisme du monde social. Il y a une seule et unique constante, une seule règle d'or, une seule et unique vérité absolue, la causalité. Action, réaction, cause et effet. Toute chose commence par un choix. Eh ben non, Morpheus, parce que chaque choix n'est que la conséquence d'une cause précédente. Si un peuple se retrouve sous une dictature, la dictature sera autoritaire et oppressera le peuple. C'est un peu le principe de la dictature. Du coup, des gens qui auront perdu des proches ou qui ne supporteront pas de vivre dans une pareille société commenceront à s'organiser et entrer en résistance. Ça ne sera pas vraiment leur choix, parce qu'ils ne seront qu'une chaîne de maillons, des causes et des conséquences. Mais c'est pas si grave que ça en fait, si les résistants n'ont pas décidé d'entrer en résistance. La causalité, pas moyen d'y échapper. Nous y sommes à jamais asservis. Notre seul espoir, notre seule paix consiste à le comprendre, à comprendre le pourquoi. Dans son ouvrage le plus célèbre, La Distinction, oui c'est une couverture un peu spéciale, Bourdieu parle des goûts. Et il montre que, en fait, les goûts et les couleurs, c'est pas un truc magique qui nous arriverait comme ça du ciel. Non, ça dépend énormément de notre position sociale. Mon goût, c'est le dégoût du goût des autres. Il n'existe pas des goûts neutres, pas plus qu'il y a des langues ou des accents neutres. C'est vraiment ça la révolution que j'ai eue en découvrant la sociologie et particulièrement celle de Pierre Bourdieu. On se rend compte que tout est social et on découvre les lois qui régissent le social. Chaque fois qu'on observe une pratique sociale, on se rend compte qu'elle est en opposition à d'autres pratiques.
Qu'on le veuille ou non, on est en train de détruire et de créer en permanence des petits bouts du monde social. À chaque fois qu'on prend position, on est en train d'entrer en opposition. On vit vraiment dans une société. C'est vrai que ça fait réfléchir. Les arts sont révélateurs de ces manières différentes de voir les choses. Certains objets ont besoin d'un code pour être lus, pour être déchiffrables. Et ça permet de se distinguer, de les comprendre, puis d'en posséder. Oh dis donc, et ça c'est l'antenne satellite? Putain, fais gaffe! C'est un immobile de Kundelic, c'est hyper fragile ça. Et de la même manière, quelqu'un qui n'a pas le code ne pourra pas déchiffrer l'œuvre. Il y aura un décalage d'interprétation. Ça, c'est un Kundelic, c'est pas un porte-manteau! Ce n'est pas agréable d'accepter qu'on agit sous le coup d'influence. On n'aime pas le destin parce qu'il nous impose de ne pas être libre de prendre telle ou telle décision. Qu'on est juste esclave de nos déterminismes. That you are a slave, Neo, born into a prison that you cannot smell or taste or touch. A prison for your mind. Et tout ça, c'est inconscient. Oui, je sais que l'inconscient, ça vient de Freud et que c'est pas scientifique, je le sais bien. Mais on parle pas de la même chose ici. On parle bien de faits que le scientifique peut effectivement observer et mettre à l'épreuve. Je pense que l'historien nous apprend beaucoup plus sur notre inconscient, sur ce que nous avons de plus caché, etc., que le psychanalyste. Enfin, et je pense que le sociologue fait la même chose. C'est-à-dire qu'il par d'autres techniques, en s'en prenant au présent, en interrogeant les gens, en les interrogeant d'ailleurs de manière tout à fait indirecte, enfin en les faisant parler d'autres choses que ce qu'ils croient dire, etc., le sociologue découvre une espèce d'inconscient qui est de l'histoire. Avec les sciences humaines, on peut mettre en évidence toutes ces influences invisibles. On ne s'arrête pas aux simples déclarations d'opinion, mais on va beaucoup plus dans le détail, et on essaye d'en tirer des généralités pour comprendre. En particulier, Bourdieu s'est efforcé de montrer les corrélations entre des pratiques culturelles et la place qu'on a dans la société. À force de montrer qu'on a telle ou telle culture, on nous met des étiquettes qui nous définissent, nous assignent une essence, un rôle. Nous nous identifions beaucoup plus à nos goûts qu'à nos opinions. Et nos goûts nous trahissent beaucoup plus que nos opinions. On ne vous a pas demandé si vous vouliez être influencé pour être sexiste ou féministe, ou pour consommer telle ou telle marque, mais vous l'avez été. Alors, est-ce que vous vous sentez toujours libre? Être libre, on n'est pas parce qu'on le croit. Faudrait toujours être le premier, faudrait toujours faire le poids. Être libre quand il nous impose nos choix. Si le bonheur c'est de consommer, alors ce sera sans moi. Je pourrais encore parler longtemps de cette socialisation, de l'habitus et de déterminisme, mais je pense qu'on va sortir un peu des généralités et prendre un exemple plus précis. Parlons du genre, et plus précisément de la matrice comme métaphore de la socialisation du genre. L'idée fondatrice de la seconde vague du féminisme, c'est qu'on ne naît pas femme, on le devient. Mais évidemment, ça sous-entend qu'on devient homme aussi par le même processus. La socialisation recouvre beaucoup de choses. Une de ces choses étant la socialisation au genre. La socialisation à entrer dans la norme masculine ou féminine. Dès la naissance, on nous assigne un genre et on nous éduque différemment en fonction de ça. On finit par ne plus le questionner. Ça devient naturel. On crée une essence du féminin et du masculin, qui font partie de notre identité. Des travaux comme ceux de Mead, Bourdieu ou Smith permettent de dévoiler les manières dont on a été socialisé, de comment la société encourage à agir comme ci ou comme ça. Ce qui permet d'expliquer des choses, comme le faible taux de femmes dans les postes de pouvoir, de qui fait le plus souvent le ménage dans un couple hétéro, etc., etc. It's all about the greater good. Le genre va ainsi être une matrice qui va nous contraindre dès la naissance, nous imposer des normes sans même qu'on se rende compte. Et on va docilement se mettre à penser comme ça. Un homme est viril, fort, ne montre pas ses émotions. Une femme doit être belle, docile et savoir s'occuper de son foyer et de son mari. Je t'ai entendu. Les murs sont minces, t'as oublié? Ce que t'as entendu, ça s'appelle pas baiser. Ouais, comment t'appelles ça? Bosser. Ce modèle est à la fois discriminant pour les femmes, qui sont mises dans un rapport de domination défavorable, pour les personnes qui ne se retrouvent pas dans un modèle hétéro fermé, ceux qui ne sont à l'aise dans aucun des deux stéréotypes. Bref, ça donne un cadre, mais ça crée plus de mal que de bien au final. On a ainsi des privilèges pour une certaine catégorie de population qui sont parfois peu visibles.
Beaucoup finissent par ne même plus les voir, et pourtant, ils sont bien là. Genre, marcher dans la rue sans que personne nous dise du mal de comment on est habillé. Aller au bar sans que les mecs viennent nous parler alors qu'on voulait être seul. Tout ça, un homme ne va pas le voir comme un privilège, mais la norme. Pourtant, une femme va régulièrement se faire insulter sur sa tenue, sur son physique. On va la trouver trop fine, trop grosse, trop féminine, pas assez féminine. Bon, du coup, on constate bien une inégalité. On peut essayer de répondre à ça avec des cas particuliers, genre « Ah, mais non, moi, je ressens pas ça comme ça. Moi, dans mon entourage, blablabla. » Sauf qu'on parle de généralité, de tendances lourdes qu'on peut vérifier par des statistiques. Et c'est avec des travaux qui prennent du recul sur tout ça qu'on dévoile ces systèmes. Plus généralement, les sciences sociales tentent de définir toutes les règles qui régissent la société. Comprendre les sciences sociales, c'est commencer à voir le code de la matrice. Avec des études sur le genre, on voit que c'est pas une naissance immuable, qui est un modèle parfait auquel on ne peut pas échapper, mais plus comme un rôle. Le monde entier est un théâtre, et les humains ne sont que les acteurs. Enfin, évidemment, c'est une métaphore, un symbole. Et vous savez comment on voit quand un comédien joue très bien son rôle? C'est quand il arrête de se dire « Mon personnage est comme ci, comme ça, il faut que je me souvienne de parler de cette manière-là », et qu'il commence à pleinement jouer son rôle, en finissant par oublier qu'il interprète un personnage. Lying's easy. That's what I do. Quand on vient d'obtenir un rôle social, on se sent un peu mal, mais avec le temps, ça devient une seconde nature. Et vraiment, j'aime cette métaphore du comédien, parce qu'un comédien, ça interprète un rôle, mais surtout, ça interprète des rôles. Et avec l'expérience, on finit par avoir une palette de rôles qu'on va jouer en étant plus vrai que nature. Les règles donnent un cadre, mais une fois ce cadre brisé, on peut se créer potentiellement toutes les identités, car c'est libéré du rôle qu'on nous a imposé qu'on peut commencer à improviser et se découvrir soi-même. Si ça vous paraît insurmontable, dites-vous déjà que si beaucoup de cultures ont un modèle masculin et féminin, il y a des différences d'une culture à l'autre. Il y a même des sociétés où la socialisation de genre est quasiment inexistante. Chaque personne n'a pas le même rôle à jouer dans la société, mais c'est juste qu'on te laisse le choix. Et c'est là qu'on en revient au choix de Matrix. Une fois qu'on a pris la pilule rouge, on peut commencer à voir le code défiler et casser les règles une par une. On peut faire un parallèle entre les héros de Matrix et des personnes trans qui s'affranchissent du genre qu'on leur a imposé pour évoluer hors de cette Matrix. C'est pas facile tous les jours, mais au moins, ils sont enfin eux-mêmes, ils sont enfin libres. Et parmi ces personnes trans, il y a les Wachowski, les créatrices de Matrix, ont transcendé leur genre. Oui, l'histoire de Matrix fait écho à celle de ses créatrices. D'abord, elles ont tordu certaines règles, puis elles ont carrément fini par les briser. Il s'agit d'une histoire où une personne découvre une vérité, s'engage dans un combat corps et âme pour devenir libre, accepte de se découvrir elle-même, quitte à se mettre en marge de la société. Le simple fait qu'un groupe résiste est insupportable pour le système. Ces marginaux doivent donc se serrer les coudes et lutter ensemble, jusqu'à une potentielle victoire permettant de faire tomber tout le système et entrevoir un monde nouveau. A world where anything is possible. Here, one checked box, one letter, an M, granted me access to legal, social, financial privilege, while another box, another letter, an F, denied them to me. I don't belong there either. I stop in between them. Where we go from there is a choice I leave to you. Les personnes trans décident souvent de prendre un nouveau nom pour symboliser ce changement d'identité. On a beau dire que le personnage principal s'appelle Neo, c'est pas son nom à la base. Au final, tous les personnages s'appellent entre eux par leur nouveau nom, qui sont leurs pseudonymes de hackers. Ah, j'ai une anecdote là-dessus. Je peux? Oui, vas-y, pourquoi pas. Quand on devient une personne trans, on change souvent de prénom, pour signifier qu'on n'est plus tout à fait le ou la même. C'est une nouvelle identité qui cette fois sera choisie. Et dans le groupe de personnages qu'on suit dans Matrix, il y a un personnage qui s'appelle Switch. Ce personnage devait à la base être une femme dans la matrice et un homme dans le monde réel. Comme pour signifier finalement qu'il y a une différence entre ce qu'on est à l'intérieur et l'image qu'on peut renvoyer à l'extérieur. Les Wachowski ont finalement décidé d'enlever cette idée dans le script final. Ça arrive. Mais tout ça pour dire que le genre a toujours été un thème de Matrix. Elles n'ont pas sorti cette idée de leur chapeau après coup.
Ah, c'est sûr que c'est pas J.K. Rowling. Ok, merci. Alors, on en était... Oui, donc les personnages ont des pseudos de hackers et le héros s'appelle Neo. Et en face, les agents vont insister pour l'appeler Monsieur Anderson. C'est le symbole que le système essaiera toujours de te ramener dans les cases de la binarité, et qu'il faudra pour toujours lutter pour affirmer ton identité propre. Mr. Anderson, my name is Neo. Par opposition à nos personnages principaux, on a tous les opposants à leur combat de libération. Les agents, c'est nous. On se met à faire du mal à nos proches quand on leur dit « Oh, t'es un bonhomme ou pas ? Une femme ne devrait pas s'habiller comme ça. Tu peux pas aimer ça, c'est pour les filles. » On ne veut pas faire de mal aux gens, mais dans ces moments-là, on est l'instrument d'une matrice du genre et on y participe pleinement. On voit déjà que ce pouvoir de domination ne vient pas d'un tyran, mais tire sa force de la multitude. Le pouvoir est bien là, mais il est diffus. Et on le répète, coopérer à un système oppressif ne demande pas de le comprendre. Mais l'inverse n'est pas vrai. Combattre un système oppressif, ça demande de bien le comprendre. La connaissance est une arme. Et à l'inverse, on a le personnage de Cypher, qui incarne ceux qui ont très bien compris le système, mais décident d'en tirer parti, de profiter des privilèges que ça lui confère. Il va pactiser avec les machines pour retourner à l'ignorance de la matrice. Il sait que son bonheur sera factice, il sait qu'il n'aura pas fait disparaître l'exploitation. Mais peu importe. Se révolter, ça le fatigue, donc il se contentera de ses bonheurs simples, et du moment qu'on lui fait oublier, ça lui va. Ignorance is bliss. Mais ce deuxième cas est plus rare. Le but des machines est que les humains restent dans l'ignorance. Eh oui, les gens sont comme ça, on ne cherche pas à savoir comment ça marche tant que ça marche. Si le système utilise l'ignorance comme arme, alors le fait de décrire ce système est un acte militant fort. En l'occurrence que le genre n'est pas quelque chose d'absolu, il varie selon les sociétés humaines. Déjà, rappeler ce fait, ça peut fragiliser un système, et ça aura donc toujours un peu à voir avec du militantisme. Pourtant, de loin, on pourrait croire que c'est deux choses bien distinctes, qu'on peut bien séparer proprement le descriptif et le prescriptif. Oui, mais voilà, nous vivons dans une société. Et dans toute société, il y a des idéologies. On nous a habitués à certaines représentations genrées, comme étant les normes à suivre. Les trans, et on pourrait même dire toutes les personnes LGBTQ+, n'ont qu'à exister, être elles-mêmes pour être en résistance. On les marginalise parce qu'elles sortent des normes, mais en soi, c'est juste ça le problème. Si on décide que la norme du genre est plus permissive, voire qu'il y en a plus du tout, eh ben il y aura plus de problème. C'est même un changement de mentalité qui est doucement, très doucement en train de se produire. Aujourd'hui, les normes de genre s'assouplissent un peu. On commence à beaucoup plus tolérer les autres formes de couple qu'un couple hétéro basique. On développe des thérapies pour changer de sexe, changer biologiquement et volontairement son corps. Et bien sûr, on accepte plus les personnes qui souhaitent changer de genre au cours de leur vie. D'ailleurs, coïncidence rigolote mais qui n'en est peut-être pas une, les personnes trans prennent souvent un traitement à base d'hormones pour transformer leur corps. Par exemple, un traitement à base d'oestrogène, qui dans les années 90 se prenait sous la forme de pilules rouges. Avec ce film, les Wachowski ont créé la parfaite illustration d'une lutte contre un système oppressif. Ça marche avec le prisme du genre, mais ce n'est pas le seul. La lutte de nos héros ne sera terminée que lorsque l'ensemble de l'humanité sera libérée de la matrice. Quand toutes ces normes et ces règles imposées seront brisées, qu'on sera enfin libre d'être nous-mêmes dans toutes nos diversités. Ah, que d'émotions, hein. C'est pour ça que j'aime les émotions. Elles sont plus faciles à contrôler que les faits. La trilogie Matrix se présente comme une aventure assez classique. On a le héros, le sage, une histoire d'amour, ça parle d'élu de la prophétie, et pourtant, c'est une saga qui aime jouer avec les attentes du spectateur. Lorsque Neo va voir l'oracle dans le premier film, on sait que c'est le héros, donc on s'attend à ce qu'elle dise un truc du genre « Tu feras de grandes choses, mon enfant, tu sauveras le monde parce que tu déchires tout ». Mais au final, c'est juste une meuf dans sa cuisine, qui lui dit qu'en fait, il subira sa vie sans trop pouvoir influer dessus, qu'il n'est pas l'élu qui fait tout seul. Dans le second film, on arrive enfin à la cité des humains libérés de la matrice.
Sion. À savoir que Sion dans la Bible est le nom d'un lieu qui possède la présence et la bénédiction de Dieu. On pouvait donc s'attendre à un lieu paradisiaque et... pas du tout. On découvre certes une volonté de lutter contre l'oppression des machines, mais on retrouve bien la hiérarchie, le conseil des vieux sages, les grades de l'armée. La ville est pas très accueillante, il faut bien le dire. Finalement, la grande leçon que Neo va apprendre, c'est que son parcours n'est pas celui du libérateur de l'humanité comme on lui avait présenté. Que lancé comme il est parti pour relancer la matrice, pas la détruire. Et plutôt que de tenter de le faire disparaître, la solution est de canaliser sa volonté en le laissant suivre un parcours qu'il croit vertueux, mais qui n'est qu'un leurre. Et c'est là que pour moi ça devient une saga très intéressante. Matrix montre le combat philosophique d'un geek, à des visuels inspirés de la culture japonaise et des combats chorégraphiés du cinéma hongkongais et du BDSM, offre une métaphore parfaite pour les minorités de genre. Bref, les Wachowski ont voulu casser cette barrière entre les cultures qui seraient légitimes et celles qui ne le seraient pas. Et plus généralement, Matrix parlera à tous ceux qui se sentent marginaux. L'extrait pilule bleue, pilule rouge parlera particulièrement bien aux personnes un peu du genre complotiste. Tellement de personnes ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans le monde, et qu'un jour ils ont acquis un savoir qui les rend différents des autres, des moutons. Ils pensent avoir découvert un grand complot mondial qui explique tous les problèmes du monde. Il faut comprendre que si le monde de la matrice crée une vérité factice, il s'agit d'une vérité très rassurante. Mais une certitude rassurante, ça vaut aussi pour les délires complotistes. Je sais pourquoi tu dors à peine, pourquoi tu vis seul et pourquoi, nuit après nuit, tu restes assis devant ton écran. Les discours complotistes sont très efficaces parce qu'ils captent l'intention des personnes qui ont cruellement besoin de trouver un sens à leur vie. Tu le cherches désespérément. Je le sais parce que moi aussi je l'ai longtemps cherché. Et quand il m'a trouvé, il m'a dit que ce n'était pas lui que je cherchais vraiment. En fait, je cherchais une réponse à la question qui nous anime tous, Neo. Mais quand on regarde de plus près, les gens qui voient dans Matrix un message complotiste occultent une grande partie de son message. Ce que combattent les héros n'est pas un méchant ou un groupe de méchants comploteurs, mais un système. Il suffit pas de révéler au grand jour un complot, mais de faire une révolution pour changer le système. Le message de Matrix et du parcours de Neo, c'est que l'ignorance nous mène dans des impasses, qu'on ne peut pas combattre les structures du pouvoir et les systèmes de domination sans connaître avec précision les rouages et les acteurs de ces structures. J'ai parlé des complotistes, mais les personnes que j'aimerais viser là, c'est les gens qui se sentent anti-système et qui ne vont pas plus loin que ça. Le danger, c'est qu'on crée un truc flou qui s'appelle le système et on y met un peu tout et n'importe quoi dedans. C'est mal défini, mais on sait qu'on n'aime pas. Et on veut ensuite voir dans la pilule rouge tout le reste, qui serait mieux parce qu'on pense hors du système. Mais le système, il faut pouvoir le comprendre, le détailler, et pas le voir comme un bloc très uni. Et il faut surtout pas se tromper sur qui a le pouvoir dans ce système. Sinon on se met à suivre aveuglément des trucs alternatifs juste parce qu'on veut à tout prix être rebelle. Ça me rappelle ceux qui comparent leur entrée à l'extrême droite comme la prise de la pilule rouge. Le fait que, comme Neo, tomber dans le complotisme avait été une révélation sur le système caché qui oppresse l'homme blanc hétéro. Désormais, ils sont sortis de la matrice et en pleine résistance. Genre, avant j'étais un mouton de la bien-pensance, et un jour j'ai pris la pilule rouge. Je me suis rendu compte du complot juif mondial visant à grand remplacer les blancs par les musulmans. Et oui, parce que quand on fait ses propres recherches, comme l'a fait la dissidence, on se rend compte que les féministes et les antiracistes sont là pour détruire notre belle société blanche, pure, éternelle et parfaite. Car Dieu a le grand projet pour notre nation de devenir la nation qui guidera l'humanité. Yes, there is a chronic loneliness and anger to being a man in the modern age, but it's not because of the toxic masculine expectations placed on you by the patriarchy, it's women being slutty. Yes, wealth disparity does mean a tiny percentage of elites have more influence over culture and politics than the rest of us combined. But the problem isn't capitalism, it's the Jews. Je ne peux pas m'empêcher de voir un grand gâchis dans ce genre de discours. En fouillant bien, on peut y trouver des choses légitimes évidemment, mais elles sont toujours noyées dans un mélange de dogmatisme, de retour en arrière, de fausses théories scientifiques. Et au final, on ne nous propose qu'une nouvelle matrice qu'on appelle dissidence. When you encounter people, whether they're racists or they're homophobic or they're transphobic, what you realize is that those people are actually more controlled by social convention than you are. In a way, once you accept who you will always be more free than they are.
J'ai vu tellement de personnes qui refusaient le modèle dominant et qui au final ont juste recréé un mauvais chemin tout tracé. J'espère ne jamais devenir comme ça. Mais tout le problème, c'est que si ça nous arrive, on ne se rend pas compte. Choisir de défendre une idée, ça demande de prendre part à certaines actions. Et au bout d'un moment, notre esprit critique peut nous faire apparaître le code de la matrice qu'on est en train de créer. On découvre qu'on a choisi la mauvaise voie, qu'on va maintenant devoir tourner nos armes contre nos anciens alliés. En vérité, c'est assez évident quand on y pense. Comment ça? Pour espérer prendre le pouvoir, un groupe doit se coordonner pour lutter ensemble. Et plus un groupe politique est grand, plus il risque d'avoir des désaccords internes. Une fois arrivé au pouvoir et qu'il faut prendre des décisions, on peut faire ressurgir des idées qui jusque-là avaient été mises sous le tapis. À chaque fois que des gens luttent, ils sont potentiellement en train de le faire avec leurs futurs adversaires. Mais d'un autre côté, on subit tous l'escalade d'engagement. Plus on se sera engagé, plus on continuera dans cette mauvaise voie. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Si on a abandonné tout à la première difficulté, il n'y aurait jamais d'organisation politique qui dure dans le temps. C'est donc à la fois ce qui permet la stabilité, mais en même temps, rend l'autocritique difficile. C'est intéressant. Mais du coup, pour l'histoire des pilules rouges et bleues, là, on fait toujours le choix selon une escalade d'engagement. On est toujours en train de surestimer le camp pour lequel on s'est déjà investi. Et oui. Putain, c'est chaud. Entre les différents déterminismes qui nous auront construits, pas toujours sur des valeurs positives, on risque fort de faire de mauvais choix. Nos parcours de vie seront parfois incohérents, difficiles, et on aura cruellement besoin d'illusions pour rendre le tout supportable. Des illusions qui viendront mettre de l'ordre dans nos vies mouvementées. La frustration à l'égard de notre apparente impuissance sur ce qui nous entoure, le ressentiment de se sentir rien au milieu de tout, de toujours voir les autres en profiter et s'en sortir, le désenchantement face aux grandes idées qui n'ont pas fonctionné, qui sont devenues des cauchemars, le désenchantement à l'égard de la politique, terrain de jeu pour privilégiés qui ne se soucient de rien, tout nous pousse à organiser mentalement le monde selon des schémas rassurants. Pourquoi vous pensez qu'il y a autant de croyances autour du destin ? Genre, tu es spécial, tu auras une destinée exceptionnelle car nous avons tous une mission à accomplir dans ce monde. Parce que c'est une illusion rassurante. Ce n'est pas uniquement nécessaire pour que le système tienne, c'est aussi quelque chose qui permet de nous sentir mieux. Et on a besoin de ces règles pour tenir, avec parfois le risque de se recréer une matrice. Si après on y va comme un bourrin en clamant le plus fort possible, vous êtes tous des moutons manipulés dans un monde factice, même si vous êtes heureux, c'est un faux bonheur. Ça ne convaincra personne. Et surtout, ça renvoie l'image du narcissique qui prend les gens de haut. Combien de personnes, dès qu'elles commencent à lire du code de la matrice, s'en serviront pour se sentir supérieures? Ceux qui pensent avoir tout compris sur le pouvoir des médias et du discours politique dominant, tout en partageant les vidéos d'une personne qui a les mêmes travers. Ou encore des personnes qui sortent d'un mouvement dogmatique pour devenir des influenceurs de la libre pensée et tendance réac. On passe juste d'une servitude qui s'ignore à une autre. On reste dans une posture qui ne nous rendra jamais libres. C'est un peu comme ces discours qui essayent d'expliquer pourquoi on devient esclave de nos téléphones, alors qu'en théorie on les a créés comme des outils. On peut parler de ça et se moquer des gens bêtes, et ça s'arrêtera là. Tandis que pour d'autres, l'objectif va être de comprendre les structures, voir comment changer un état de fait malsain. Pour les machines qui nous échappent, on pourrait faire une analyse en termes marxistes, parler des structures aliénantes. Nous contrôlons ces machines, elles ne nous contrôlent pas. Oh, bien sûr que non. Comment le pourrait-elle ? Si nous le voulions, nous pourrions les débrancher, toutes. Bien entendu. Ah oui, c'est ça, vous y êtes. C'est ça le contrôle, hein ? Si nous le voulions, nous pourrions toutes les mettre en pièces. Mais si nous le faisions, il faudrait nous demander ce qui arriverait à notre éclairage, notre chauffage, notre air. Cette seule idée est un pur non-sens, mais ça nous pousse à nous demander une chose. À quoi sert le contrôle ? À quoi sert le contrôle ? Plus la critique du système est profonde, plus elle sera difficile à accepter. Parler des rapports hommes-femmes hors de tout contexte, et quasiment tout le monde sera pour l'égalité. Mais se questionner réellement demande souvent de questionner notre confort, nos conceptions du monde, qu'on n'assume pas forcément, et ça, c'est désagréable. C'est sûr que c'est plus complexe comme message que « Ah, vous avez vu comme eux c'est les moutons là, et eux vous avez vu comme ils sont méchants ?» C'est peut-être ça qui est responsable de l'accueil plus mitigé du 2 et du 3. Le message est plus difficile à faire passer. Mais après cette vidéo, j'espère que vous comprendrez où voulaient en venir les Wachowski. Une manière d'illustrer le décalage entre le message des réalisatrices et celui qu'en fait l'alt-right,
c'est de voir qu'ils ne reprennent jamais les messages du 2 et du 3. Ils s'arrêteront toujours au simpliste « le réel c'est la liberté et l'authenticité », la simulation c'est le mensonge, c'est le mal. Toutes les nuances qu'on trouve dans les suites, par exemple pour rappeler que reconstruire une société vraiment juste n'est pas facile. On voit plein de machines qui ne sont pas oppressives. Ça, ils n'en parleront pas. Parce que ce sera net qu'ils n'ont pas voulu comprendre que les réalisatrices dénonçaient précisément leurs idées réactionnaires, que c'est bien eux, les plus grands agents du système. Le message ne peut pas être résumé dans Matrix 1. Ça ne peut pas être juste « y a des gentils qui combattent les méchants oppresseurs ». C'est aussi dire « rentrez en lutte, mais faites-le intelligemment ». Pour moi, c'est un point crucial. Être dissident, être anti-système, c'est une posture, c'est pas une idéologie. Ça ne peut pas être la base d'une communauté. Ce qui pose problème quand certains essaient d'en faire une identité politique. Il y a eu une stratégie de lutte sociale qui a été théorisée dans les années 60-70 qu'on appelle Identity Politics, l'identité comme stratégie politique. On appelle Identity Politics, ou politique de l'identité, la stratégie qui consiste à organiser un mouvement de contestation sociale autour d'une identité politique que l'on cherche à valoriser. Par exemple, on se rassemble entre membres d'un même groupe discriminé pour faire valoir nos droits en tant que membres de ce groupe. Cette stratégie a été assez efficace pour affirmer positivement des identités qui sont rabaissées par le reste de la société. Le fait de faire des marches des fiertés par exemple, permet de montrer au grand jour les identités de genre qui le plus souvent sont invisibles, moquées, voire réprimées. Mais quand je dis qu'il ne faut pas en faire une fin en soi, c'est que le but de ces Pride, c'est pas juste de faire un truc festif d'un jour, mais de commémorer les émeutes de Stonewall et rappeler le projet politique d'émancipation collective derrière. Si on fait de l'identité une fin en soi, le projet politique de transformation sociale sera intégré dans le système, digéré, puis neutralisé. Cornel West, dont j'ai parlé précédemment, a par exemple expliqué que cette stratégie devait toujours être faite en se rappelant l'objectif de faire converger les luttes et les identités, et non les segmenter. Je pense que le point crucial est que nous puissions avoir une politique de solidarité. Je veux dire par là que lorsqu'on parle d'identité, de race, de genre, d'orientation sexuelle, c'est crucial, c'est indispensable. Mais au final, ça doit être connecté à une certaine intégrité morale, une profonde solidarité politique qui s'allie contre une forme financiarisée de capitalisme prédateur. Un capitalisme qui tue la planète, les pauvres, les travailleurs d'ici et d'ailleurs. Si on transforme les luttes en un jeu où on affirme pour s'affirmer, et dire qu'on est le meilleur groupe, qu'on a le groupe qui coche le plus de cases et qui est le plus pur, la vie en commun devient impossible. C'est ça qui va différencier les identités souhaitables, qui créent la solidarité, et celles qui enferment dans l'individualisme destructeur. Imaginez deux personnes qui doivent vivre en colocation. Elles ont chacune leur manière de voir le monde, leurs objectifs, leurs égos, leurs croyances, et c'est pas toujours évident de trouver un équilibre pour cohabiter. Si ensuite on en rajoute une troisième, là on triple le nombre de relations, le nombre d'équilibres à trouver, et tout devient déjà beaucoup plus compliqué. Et si une seule de ces relations est trop mauvaise, aucune communauté, aucune vie en commun n'est possible. Au fur et à mesure qu'on augmente le nombre de personnes dans le groupe, qu'il passe à 10, 100, 1000, 10 000, le nombre de relations augmente de manière exponentielle et devient vite trop grand. Le groupe n'est pas censé tenir. Et pourtant, il se produit un miracle. On arrive quand même à faire société. Le miracle du social. Nous vivons dans une société et on ne se rend même plus compte à quel point c'est miraculeux. C'est pour ça que lire de la sociologie est autant stimulant et c'est notamment pour ça que la sociologie critique de Bourdieu, elle est trop cool. Quand je dis critique, ça n'a rien à voir avec une critique littéraire. Il s'agit pas de dire que c'est beau ou moche, bien ou pas bien. Sa critique se veut scientifique. Elle dévoile les mécanismes de domination. Elle regarde les configurations et les replace dans un contexte historique. Elle pose la question des causes. Qui cause quoi? Des conflits qui existent. Et en quoi ça c'est central dans le social. Les idées des Lumières, par exemple sur la liberté de conscience, se sont forgées par opposition au dogmatisme religieux. Et suite à la Révolution française, on a une force réactionnaire qui s'est forgée et ainsi de suite. On voit ainsi comment les conflits sociaux et les désaccords sont le moteur des évolutions de la société. C'est sérieux, hein, c'est pas de la merde la socio, s'il te plaît. Bourdieu parle de socialisation, dont on a parlé dans la partie précédente, et incite à s'auto-analyser pour prendre conscience des influences qui nous traversent, des conflits sociaux internes qui se jouent en nous en permanence. Je rappelle qu'il fait partie de la gauche critique, dont on a parlé dans la vidéo sur Ruffin. L'idée est de décrire le monde d'une manière plus précise pour au final produire une critique du fonctionnement actuel de la société.
Et parfois la critique consiste juste à montrer que quelque chose est arbitraire, que ce quelque chose ne suit pas une loi absolue qu'on ne pourrait jamais dépasser. Les gens n'aiment pas que l'on explique des choses qu'ils veulent garder absolues. Je préfère me débarrasser des faux enchantements pour pouvoir m'émerveiller des vrais miracles, en sachant qu'ils sont précieux parce qu'ils sont fragiles. La sociologie de Bourdieu dévoile des choses. On peut la voir comme une sociologie qui montrerait ce qui est caché, ce que les puissants ne voudraient pas qu'on sache. Mais ça, c'est une vision très caricaturale de ce que voulait faire Bourdieu. Tout critique qu'elle soit, ça reste de la sociologie. Vous ne trouverez donc jamais d'explication simpliste à base de méchants et de gentils. Comprendre les mécanismes de domination, c'est juste proposer des théories pour rendre compte de ce qui se passe dans la société avec ce que ça a d'arbitraire. Et ces modèles qu'on comprend souvent avec la réalité, il faut constamment en recréer de nouveaux pour être au plus proche du réel. C'est la démarche que fait Bourdieu, et c'est d'ailleurs pour ça que c'est un scientifique. Après, il est pas parfait, hein. Son travail sur la domination masculine a été critiqué, bien sûr. D'une part parce qu'il citait peu les autrices féministes qui l'avaient précédé, d'autre part parce qu'il faisait des théories assez générales sans avoir forcément suffisamment de cas pour le prouver. Ce qui est quand même dommage pour quelqu'un qui prenait autant la réflexivité. Cette dérive ne s'accompagne pas d'une réelle enquête de terrain. On est sur un Bourdieu en roue libre qui théorise sans s'embarrasser de la réalité historique de la domination masculine. Ce sera d'ailleurs le constat de la sociologue de l'éducation, Marie Durubella. Elle écrira qu'à aucun moment Bourdieu ne fait l'effort d'analyser les modalités concrètes de la domination masculine dans la France de son époque. Tout ça débouchant alors sur une théorie autosuffisante qui fonctionne toute seule sans avoir vraiment besoin de se confronter au réel. Donc, comme tous les scientifiques, même si on l'aime bien, il faut réussir à faire le tri. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est que beaucoup de ces concepts restent encore aujourd'hui très pertinents dans l'ensemble. Notamment parce qu'ils obligent à toujours re-questionner ce qui paraît évident, les règles qu'on aurait acceptées tacitement. Maintenant on peut comprendre pourquoi les théories sociologiques de Bourdieu peuvent être aussi insupportables pour certains. Je vais reciter un extrait de Bourdieu, l'insoumission en héritage. La sociologie version Bourdieu rend la vie éprouvante. Elle fait voler en éclats la plupart des mythes réconfortants dont nous avons besoin pour rendre la vie supportable, et même tout simplement vivable. Elle s'oppose au paradigme qui aborde le monde en termes fonctionnels, qui réfléchissent en termes d'harmonie, de complémentarité, de cohabitation, de lien social, etc. Elle substitue à ces constructions un autre langage, celui de la lutte et de l'affrontement. La société, c'est la guerre. La guerre à l'intérieur de chaque espace puis de chaque sous-espace. La guerre entre les individus, la guerre partout. La trame des relations sociales est faite de violence. Cette violence sociale, symbolique, elle est présente dans nos goûts, qui comme j'ai dit découlent de notre habitus. En partie, je parlais du fait que c'est pas agréable d'entendre qu'on ne choisit pas ses goûts. Mais le plus difficile à accepter, c'est bien qu'en émettant des jugements, on est à peu près toujours en train d'essayer d'écraser le goût et la culture de quelqu'un d'autre. Le tout sans même en avoir complètement conscience. Mais ces différents goûts permettent de réunir les gens similaires, et du coup permettent de créer du social. Les hiérarchies entre les bons et les mauvais goûts permettent de se reconnaître entre personnes d'un même groupe social. Après, je répète qu'il s'agit de généralités valables sur l'ensemble de la société. La réalité n'est pas aussi simple que un agent est dans une classe, il a le même habitus que les autres membres de sa classe et il ne côtoie qu'eux. Ce sont des tendances générales. En pratique, on côtoie toutes sortes de gens qui vont nous affecter et créer un ensemble d'habitudes, un répertoire d'actions. Notre habitus est un répertoire dans lequel on va piocher selon le contexte. Il faut voir ça comme un répertoire de pianiste qui apprend tout un ensemble de morceaux et décide de jouer un tel ou un tel suivant qui il a en face de lui. On peut relier ça à un concept central de Bourdieu, les champs. Un champ, c'est un espace social avec sa hiérarchie propre. Dans les champs, il y a des gens qui s'allient, se regroupent pour être forts, pour lutter contre d'autres groupes. On a des gens au centre du jeu, d'autres à la marge. Parfois un individu se fera rejeter pour aller dans un autre groupe et inversement. Pour prendre un exemple, si la matrice est un champ, on a un regroupement d'agents, des programmes donc, qui représentent le pouvoir. Ils sont en lutte contre le groupe de rebelles qui sont poussés, eux, à la marge. Cypher décidera de trahir ce groupe pour rejoindre le côté des agents. En même temps, son nom à la base c'est Reagan, hein, c'est pas subtil que c'était un méchant. Mais, et Séraphin qu'on voit dans le 2, il est de quel côté? En théorie, c'est un programme, mais lui aimerait rester plutôt neutre. Sauf que dans les systèmes oppressifs, ce n'est pas possible d'être neutre. Il doit donc être quelque part dans ce champ.
Parce que le système ne laisse pas facilement les gens hors de son autorité. C'est pourquoi il va tout faire pour le contrôler à nouveau, pour faire en sorte que ses actes soient conformes avec ceux du groupe. C'est pourquoi Séraphin va se mettre à aider Neo. Il n'était pas forcément d'accord avec lui, mais il craint pour sa liberté avec les machines, donc il entre dans une alliance de circonstances avec les humains. C'est exactement le même schéma au niveau géopolitique, quand deux pays s'allient pour faire une guerre, s'ils craignent une troisième puissance qui serait trop hégémonique. Bref, il faut comprendre le monde qui nous entoure et comprendre pourquoi telle ou telle règle existe. Une fois que c'est fait, on pourra les accepter en les comprenant ou lutter efficacement contre. Et si on n'a pas assez acquis les codes d'un champ que l'on fréquente, on sera vite mis à l'écart. Au minimum, on se sentira pas à sa place. C'est ce que ressentent les transfuges de classe, comme Bourdieu lui-même d'ailleurs. Il vient d'une famille de campagne plutôt modeste, et il avait l'accent du Béarn et jouait au rugby, un sport plutôt prolétaire. En arrivant dans les études supérieures parisiennes, c'était une forme de violence qui n'était pas physique, mais une violence symbolique. On lui disait en substance, tu n'as pas la bonne culture. Alors il a fini par s'adapter. Je m'adapte à cette putain d'époque, je suis dans l'urgence, je me barre en couille comme ce monde. En perdant son accent, en arrêtant le rugby pour faire un sport plus bourgeois comme le tennis. Mais ça a pris du temps. En parlant de tennis, mon dieu quelle belle transition, Bourdieu utilise la métaphore du joueur de tennis pour illustrer l'habitus. Le sportif anticipe l'endroit où la balle va tomber de manière non consciente. Il possède la maîtrise pratique du jeu et du tempo du jeu, ce qui le dispense de la réflexion. Le sens pratique n'est pas autre chose que la maîtrise pratique des règles du jeu social. Et oui, agir en société fonctionne comme un jeu d'échecs. Quand tu y joues, qu'on te dit que le fou ne se déplace qu'en diagonale, tu appliques la règle. Mais est-ce qu'il y a une contrainte physique qui vient te contraindre à le faire? Non, c'est une règle qui est acceptée par les deux joueurs qui permet d'avoir un échange. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel ou des tablettes de loi envoyées par une force supérieure. C'est le produit de la multitude, c'est-à-dire nous toutes et tous, qui s'auto-affectent sans même le savoir. Nul ne l'a voulu, chacun y a contribué, et la chose que nul n'a voulu va s'imposer à tous. Quand des enfants jouent à chat perché, ils décident de règles et jouent. Si un joueur décide de complètement faire valser les règles, il se fait exclure du jeu. Parfois les règles ne plaisent pas, mais c'est ça où se retrouver seul, et personne ne veut se retrouver seul. Alors on se plie aux règles, on se dit peut-être qu'un jour on pourra convaincre les autres de changer ces règles. Enfin, on espère. La société a des règles plus complexes, beaucoup plus complexes. Mais ce principe de changement de règles n'est pas très différent. Dans Matrix Reloaded, le 2, on rencontre l'architecte de la matrice, qui explique à Neo qu'il n'est pas le premier élu, que d'autres ont déjà été à sa place, se voulant les prophètes d'un nouveau monde. L'architecte lui explique que la matrice a prévu que les humains n'accepteraient pas le système, se libéreraient et iraient fonder leur ville hors de la matrice. À chaque fois, les machines ont détruit la ville des humains et ce sont des élus comme Neo qui ont recommencé la résistance. En fait, la ville humaine de Sion n'est que la version rebootée de la résistance humaine. Une version 6.0 de la tentative de s'émanciper des machines. Une version qui doit bientôt échouer, comme toutes les autres. Mais contrairement aux autres élus, Neo va tenter autre chose. Il a l'espoir de tenter une nouvelle voie. De ne pas devenir un prophète pour l'humanité, ne pas devenir un soldat qui lutterait aveuglément contre les machines, mais quelqu'un qui lutte avec intelligence et passion pour ce en quoi il croit. C'est prendre le risque énorme de voir la matrice entière cracher, causant au passage la mort de l'humanité tout entière. Mais c'est la seule manière d'échapper à son destin, à la mission que la matrice a prévue pour lui. Il ne lutte plus uniquement pour libérer l'humanité, mais contre la finalité. Il lutte contre l'idée qu'on est comme des programmes qui ont une tâche précise à accomplir et rien d'autre. Contre l'idée que notre destin est tout tracé. Ce qui va s'opposer à cette idée de finalité, au déterminisme, c'est l'idée de la contingence. Que les choses auraient pu se passer autrement, que demain, elles pourraient se passer autrement. Le thème qui traverse toute l'œuvre des Wachowski, c'est cette lutte entre le destin et la contingence, de montrer les cages dans lesquelles on s'enferme et ceux qui luttent pour en sortir. C'est parfaitement illustré par un de leurs films sortis en 2012, un film qui divise autant qu'il fascine, Cloud Atlas. Cloud Atlas, pour ceux qui ne connaissent pas le principe, c'est 6 histoires se passant dans différentes époques, imbriquées les unes dans les autres. Et là où c'est génial, c'est que ces histoires sont différentes, mais ont des structures et des thèmes similaires. Comme si au final, toute l'histoire de l'humanité était un éternel recommencement, avec des dispositions qui changent. Le décor change, la distribution des rôles change, mais la pièce est toujours la même. Il y aura toujours des gens pour forger des matrices. There is a natural order to this world, and those who try to upend it do not fare well.
There's a natural order to this world. Et des gens pour vouloir en sortir. Oh no! Put to the floor, Cavendish! Here we go! Chaque personne aura un rôle à jouer mais jamais le même, représenté par les comédiens qui jouent plusieurs personnages au cours du film. Parfois les bourreaux et parfois non, à rebours de l'idée de destinée immuable. Les personnages passent leur temps à s'influencer sans complètement le vouloir, comme pour illustrer comment nos actions ont une portée sur les autres qu'on ne contrôlera jamais. My life extends far beyond the limitations of me. The nature of our immortal lives is in the consequences of our words and deeds that go on apportioning themselves throughout all time. Le film insiste sur le fait qu'il n'existe pas de rôle définitif, de grand dessein pour l'humanité. Il n'y a que des gens qui luttent. Et il n'y a que ça qui fait changer les choses. Ce n'est pas un film qu'on pourrait qualifier de libéral, c'est plutôt un message opposé en fait. Parce qu'un libéral prône l'individu face à un système oppresseur. Mais là, on montre que c'est vraiment le groupe, la multitude qui change les choses. Jamais une personne seule. Our lives are not our own. From womb to tomb, we are bound to others. Nous serons dépendants d'une causalité qui nous dépasse, de gens qu'on ne contrôlera pas. Et de fait, ça nous empêche d'être totalement libres. Et tant mieux à la limite. C'est justement ça l'erreur des conspis. De penser qu'en déjouant les plans d'un petit groupe de personnes, on reprendra totalement notre liberté. Mais c'est pas le cas. Ce sont finalement les personnes qui sont persuadées d'être libres et dans le contrôle qui sont le plus manipulées. Et c'est là qu'on en revient à Bourdieu. La sociologie libère en libérant de l'illusion de la liberté. Il faut toujours se méfier de ce qui ressemble à de la liberté mais qui se révèle être une matrice de plus, déguisée en un chemin enviable. Il faut regarder ses passions et les questionner, pour ne pas en devenir l'esclave. Si on ne les questionne pas, d'autres nous imposeront un destin et il nous restera qu'à le subir. Le temps passe, on peut pas dire qu'on vit mieux. Ton chemin, on l'a tracé pour toi, selon ta classe, ton genre et ton milieu. La langue bien pendue car la vôtre est de bois, manipule l'opinion pour récolter des voix. Ils disent qu'ils le font pour sauver notre avenir, mais se foutent de notre avis quand faut voter des lois. T'as des diplômes, tu nettoies, délète-toi. Si t'as des rêves, le système te les broie. On n'apprend pas tous à la même école, on grandit pas tous sous la même étoile. Pour comprendre cette dualité entre liberté et finalité, il suffit de comparer Neo et l'agent Smith. L'agent Smith était bien intégré à son système. C'était un programme qui remplissait son but avec conviction. T'es qui, toi? Un Smith? Agent Smith, vous êtes tous les mêmes pour moi. Il a fini par s'émanciper de son carcan, mais il n'a pas trouvé un nouveau rôle à jouer. Une fois libéré de sa mission initiale, il a gagné en puissance et il est resté obsédé par le contrôle et déteste toujours autant les humains. Neo c'est exactement ça, mais en même temps c'est exactement l'inverse. Il était intégré dans son système, c'était un humain qui avait sa place dans un monde d'humains, et lui aussi s'est émancipé de son carcan. Mais il a trouvé un nouveau but. Il veut libérer l'humanité de l'oppression des machines. Sauf qu'à ce stade, il ne sait pas comment faire. Son parcours dans le troisième film sera donc d'apprendre comment faire. En voyant leur complémentarité, on comprend pourquoi Matrix 2 et 3 vont autant tourner autour de l'absorption. C'est une histoire entre des personnes en lutte qui veulent s'affecter les unes les autres pour combattre ce que des structures qui les dépassent leur ont imposé. Si on est prédisposé dès la naissance à faire quelque chose, ça ne veut pas forcément dire qu'on ne pourra jamais lutter contre. Ce n'est pas nécessairement immuable. I'm just a binary cipher. I was not genomed to alter reality. No revolutionary ever was. Il existe un biais cognitif qui s'appelle le biais du statu quo. L'idée c'est de dire qu'il est préférable de rester sur ce qu'on connaît pour être en sécurité, plutôt que de sauter vers l'inconnu. L'hypothèse serait de dire qu'on aurait tous cette tendance à préférer le statu quo parce que c'est une stratégie de survie efficace, et que nos gènes gardent en mémoire cet héritage évolutif. J'ai dit hypothèse parce que c'est globalement impossible à prouver. Mais ce qui est sûr, c'est que les sociétés ont évolué, donc que cette tendance, si elle existe, peut être combattue. Ou que la psychologie évolutionniste ça vaut pas grand chose. C'est un autre débat. J'ai parlé précédemment de l'idée du contrat social de Rousseau, de cette opposition entre nature et culture. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui cette opposition est complètement dépassée. L'idée est que la société est une construction sociale située et en constante évolution.
Mais quand on parle de la nature, genre la nature bienfaisante, la nature qui s'oppose à la culture humaine, ou quand on parle de la nature humaine, à chaque fois ce sont des notions qui recouvrent un peu tout et n'importe quoi. Ce qu'on appelle la nature en France ou en Occident est très différent de ce qu'on appelle la nature chez les Achuars d'Équateur ou les Kanaks mélanésiens. La nature est elle aussi une construction sociale. Ce qui encore une fois écorche cette idée de nature humaine auquel on n'échapperait pas. Alors, si la destinée n'existe pas, il nous reste quoi? Il nous reste deux informations. D'une part qu'il faudra se battre pour qu'on nous laisse choisir notre voie, mais aussi qu'on n'est pas sûr d'avoir la victoire. Il n'y a pas de sens de l'histoire. Le futur sera ce qu'on en fera, pour le meilleur ou pour le pire. Les héros de Matrix luttent, parce qu'ils espèrent que le monde changera par leurs actions. Mais sauf à être un fanatique, ils ne sont sûrs de rien. Neo comprend en voyant la cité de Sion et plus tard les Mérovingiens que chaque côté a ses systèmes de hiérarchie, de rapports de domination, ses traîtres et ses défenseurs. Ça ne veut pas dire que les deux camps se valent, parce qu'on reste toujours du côté des humains, mais ça permet de dire on n'est pas les gentils contre les méchants. On a juste l'impression que si notre camp l'emporte, le monde sera sûrement mieux comme ça. Du coup, on ne peut qu'espérer de manière un peu hasardeuse. Je dirais même que tous les militants sont des parieurs. Ils évaluent les différentes probabilités et tentent de trouver le meilleur pari. Je crois que le meilleur chemin pour ne pas recréer une matrice, c'est de ne jamais arrêter de lutter contre ses croyances. Toujours penser contre soi-même et voir les défauts de ceux qu'on aime. Ce que je veux en tant que militant, c'est ouvrir l'esprit des autres sur d'autres manières de voir la réalité. Créer du lien avec des débats constructifs. Permettre à chacun de voir le code invisible. Mettre fin à l'individualisme où chacun est dans son coin avec ses préjugés et sa solitude. Je veux hacker les matrices. Vous l'avez peut-être remarqué, j'ai un peu fait un plan thèse, antithèse, synthèse autour de Matrix et Bourdieu. Et comme souvent dans ce genre de plan, on se retrouve à la fin de l'antithèse, un peu comme on était au début. En gros, la matrice représente un système de règles qui s'impose aux humains qui doivent lutter contre pour retrouver leur liberté. Mais s'il y a autant de règles dans tout système, c'est parce que c'est ce qui permet de vivre ensemble. Les règles sont la base du social, on ne crée pas de groupe sans règles, même tacites. Avec tout ce que je vous ai dit, vous comprenez à quel point maintenant je ne peux pas en vouloir aux personnes qui choisissent la facilité. Tout le monde n'a pas le temps, tout le monde n'a pas rencontré la pédagogie qui lui convient pour se mettre à résister. C'est ça que Neo a compris en allant voir l'oracle. Que les humains ne sont pas qu'une masse uniforme à libérer de la domination. Que le système existe pour certaines raisons. Donc pour boucler la boucle, je veux être certain que vous ayez bien compris ce que ça peut impliquer de hacker la matrice. Une leçon importante, c'est que pour lutter contre un système, il ne faut pas juste le faire avec une posture. Il faut comprendre ce système et ensuite entrer en lutte concrètement. Il suffit pas de chanter « Regarde comme il nous malmène ». Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes avant de crier « C'est pas la peine, quoi qu'il advienne, le système nous freine ». Et alors, t'es un lâche ou un soldat? Entreprends et bats-toi! Avec tout ce qu'on a dit depuis la partie 1, je pense que ça peut être bon de revenir sur l'exemple du genre. Le genre est une construction sociale, mais une fois que tu le sais, ça ne permet pas de l'effacer d'un claquement de doigts, parce que tu l'as intériorisé si fortement que c'est maintenant impossible d'en ressortir complètement. On continue d'avoir de mauvais réflexes, de mauvaises représentations, et c'est normal. Mais maintenant, on voit le code. Et comme les personnages du film, on peut essayer d'en devenir des hackers. D'ailleurs, c'est pas parce qu'on sait qu'on peut changer de code qu'on doit le faire. On n'est pas là pour relancer une matrice avec un code légèrement différent. C'est un tout nouveau projet de société que l'on propose. Et le message est justement celui de la liberté de choisir sa propre matrice. On est fait pour en construire de toute façon, donc plutôt que de chercher à créer la meilleure et l'imposer aux autres, il faut que chaque individu soit libre et conscient des matrices auxquelles il appartient. Il ne suffit pas de dire « moi les règles morales sur le genre, oh je m'en fiche », pour que boum, d'un coup toute une enfance de socialisation disparaisse comme par magie. Oui, le but c'est d'envoyer bouler toutes les règles, mais pour ça, il faut bien les comprendre avant. Et c'est seulement en les comprenant, en comprenant pourquoi elles sont là, pourquoi elles ont émergé, qu'on peut commencer à comprendre pourquoi elles ne nous plaisent pas. Et à terme, qu'on pourra réduire l'influence que ces règles ont sur nous. Pour illustrer ça, on a demandé aux acteurs du film, dans les moments où ils sont dans le vrai monde, de sous-jouer un peu, pour montrer les effets rémanents de la matrice. De la même manière, si on meurt dans la matrice, on meurt pour de vrai. On n'est pas juste en train de perdre une vie comme dans un jeu vidéo.
Les Wachowski essaient de briser cette opposition entre le virtuel et le réel. Qu'est-ce que le réel? Quelle est ta définition du réel? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Le fait de ne pas dénigrer ce qui serait simulé, c'est pour bien dire qu'on ne s'affranchit pas facilement de nos conditionnements. Il nous restera toujours quelque chose de notre socialisation, et donc, on ne sort jamais complètement de la matrice. Vous remarquerez que le premier film laisse entendre une fin, genre « Les machines seront vaincues, les gentils humains se réveilleront dans le vrai monde et tout le monde sera libre ». Mais la fin de la saga, c'est au contraire plus une voie de la symbiose qui est suggérée. Il faut pas le voir comme un message simpliste, genre « Déposons les armes et faisons-nous des câlins ». La paix a été obtenue parce que l'entièreté du système a été changée. Là, c'est le principe de servitude forcée qui a été enlevé. C'est pas un truc anodin, c'était le cœur du système. On a donc bien assisté à une révolution au cours de la trilogie. Voilà une leçon pour ne pas tomber dans les faux combats. Demandez-vous si votre lutte peut faire vaciller le cœur d'un système. Quand un mec veut lutter contre Big Pharma en achetant de l'homéopathie à Boiron, on est dans un faux combat. Quand on veut lutter contre le réchauffement climatique en sabotant des centrales nucléaires, on est dans un faux combat. Mais qui es-tu pour juger? Il faut comprendre un système pour bien le combattre, parce que sinon, on s'engagera dans un faux combat, parfois pour un moment. Pour moi, le faux combat récurrent de notre époque, c'est de voir toujours les choses du point de vue individuel. Même la lutte d'émancipation. On se dit que c'est l'individu seul qui va utiliser sa raison pour se sortir seul de sa matrice personnelle. On oublie alors que la matrice est précisément une prison collective. C'est tout simplement une hallucination collective. Des discours individualisants qui nous promettent de faire voler en éclats toutes ces illusions, ça sonne bien. Mais nous sommes des êtres sociaux qui seraient des coquilles vides sans ces idéologies. Et si on l'ignore, ces affects pourront venir d'un système autoritaire. Neo a bien compris ça, alors lui, il a choisi une nouvelle voie. Il a pris position parce que c'est ce qui donne du sens à sa vie. Parce que j'en ai fait le choix. Et cette voie n'est pas parfaite. C'est même un espoir vague, une illusion. Et l'agent Smith ne manque pas de lui faire remarquer. Illusion, monsieur Anderson, hallucination! Invention fugace d'un minable esprit humain dans une tentative désespérée de justifier une existence sans le moindre but, une vie absurde, des vies tout aussi artificielles que la matrice elle-même. Comme je l'ai dit, si Neo et Smith sont complémentaires, il faut réussir à trouver la symbiose. Et lorsque Neo l'a compris, il va non seulement négocier avec les machines, mais en plus il gagne en se laissant absorber par l'agent Smith. On reviendra après sur ce que ça représente, mais tout son parcours avant ça consiste à accumuler des connaissances pour devenir plus fort, et connaître de plus en plus le système. Progressivement, il s'est libéré des illusions de liberté en comprenant les causes qui le faisaient agir, et c'est finalement comme ça qu'il a pu atteindre son but, la libération de l'humanité. Le sens du parcours de Neo, c'est que lorsqu'un système ne nous plaît pas, on ne doit ni le subir, ni le combattre frontalement. Il faut le comprendre, parfois même mieux que ceux qui le défendent. De cette manière, on peut faire des critiques pertinentes et pas juste des hommes de paille. Les hommes de paille, c'est quand on critique quelque chose qu'on a déformé pour que la critique soit plus facile. Quand les gens qui ne sont pas sociologues critiquent Bourdieu, c'est souvent un homme de paille. Genre, on dit souvent que Bourdieu parle trop du social et qu'il nie toute notre évolution. Et si on va lire ses textes, on peut voir qu'il étudie les comportements et les manières de penser qui sont cadrés par la société, mais que par ailleurs, il sait qu'il existe bien des constantes anthropologiques. Bref, il faut bien s'assurer quand on fait une critique que celle-ci part bien du réel, et pas d'un réel fantasmé qui va rendre notre critique inutile avant même qu'on la dise. C'est pas pour rien si ceux qui ont été précurseurs pour définir le capitalisme sont ceux qui l'ont critiqué en se voulant méthodiques. À la manière de ce qu'avaient fait Boltanski ou Lordon quand ils ont analysé le capitalisme sous l'angle des affects. Le nouvel esprit du capitalisme, c'est de réussir à nous faire voir l'emploi et le salariat comme seule manière d'organiser le travail, d'accéder à nos moyens de subsistance, et même ensuite que ce travail est vertueux en lui-même, qu'on est à notre juste place dans un système qui récompense bien et qui fonctionne bien. C'est ça en soi qui serait positif, et qui mettrait les corps en mouvement. Tout se passe comme si l'institution capitaliste avait imposé ses affects aux individus. Ces affects sont maintenant positifs. Le travail salarié est formidable, tout donner à son entreprise est une bonne chose, il faut être docile et flexible pour être bien adapté au marché, etc.
Parce que chacun de nos employés sait qu'il fait partie d'un tout. Par conséquent, si un employé a un problème, l'entreprise a un problème. Alors l'heure est venue de faire un choix, Monsieur Anderson. Pour Lordon, comme pour Foucault ou Spinoza, gouverner, c'est imposer des affects aux individus. Un gouvernement peut gouverner un pays, mais un père peut gouverner sa famille, un chef d'entreprise gouverne sa boîte, etc., etc. Et ces multiples influences forment une multitude de désirs, plus ou moins forts et plus ou moins contradictoires. Le désir le plus fort de tous, le désir maître, c'est ce qui fait agir l'individu au final. Au début de l'histoire, on voit bien que Neo est tiraillé entre ses différents désirs, dont celui de vivre une vie rangée, à travailler pour le capitalisme. Un exemple qui, à mon sens, permet de montrer immédiatement le caractère aliénant de la vie que mène Neo, c'est le fait qu'il travaille dans un open space. Et l'open space, c'est le mal. C'est le symbole incontestable et parfaitement accepté du contrôle social capitaliste. Celui qui va anéantir notre individualité et nous transformer en moutons accumulateurs et névrosés, affiblés de la même velléité qu'en rhododendrons social-démocrates sous mescaline. Le travail de Bourdieu sur les champs et les classes sociales permet de mieux comprendre les rapports de domination présents partout dans la société. Avec tous ces codes révélés, on comprend les dynamiques qui agissent dans la société et qui nous font agir. Choisir sa voie, c'est toujours la condition indispensable pour trouver un sens à sa vie. Et peu importe si à travers nous, c'est des forces plus grandes qui agissent, parce qu'on comprendra les vraies raisons de ce choix. Le pouvoir est une convention sociale, il faut donc chercher à en construire d'autres. Power resides where men believe it resides. Nous créons sans cesse des outils que nous finirons souvent par vénérer comme s'ils avaient leur vie propre. Soumission à l'autorité, essentialisation de la nation, culte de la monnaie, fétichisme de la marchandise, etc. Mais le problème n'est pas qu'on les a créés, on crée toujours des outils, des institutions, des conventions, parce qu'on en a besoin. La question, c'est comment on fait pour qu'ils ne nous échappent pas. Tout ça est plus compliqué à comprendre que le pouvoir, c'est mal. C'est mal. Mais pour moi, c'est bien de ne pas confondre le pouvoir qu'on donne à une personne et le pouvoir qui peut être créé par le groupe et issu du consensus démocratique. C'est par exemple la différence entre un pouvoir du souverain autoritaire et un peuple souverain et démocratique. C'est crucial à comprendre cette définition du pouvoir et à faire comprendre aux autres. Sinon, on ne fait que remettre une pièce dans la machine de la domination. Il ne faut pas devenir l'abîme à force de la contempler. Mais si le dernier recours est la violence, que faire ? Comment faire pour ne pas risquer de répéter encore et encore le cycle de la violence ? Voilà le point où je voulais en venir. Celui où j'arrête de poser des questions et où je vous propose des réponses. Vous êtes prêts ? Ok. La matrice représente un système qui donne une vérité, un sens du monde et qui s'impose comme le seul possible. Une manière de lutter contre pourrait être d'avoir une multitude de manières de voir la société. Celle-là, elle n'est pas évidente, on va repartir du plus simple. Au départ, on explique à Neo que ce qu'il prenait pour le monde est faux, que le vrai monde est bien différent. Questionner des choses comme la réalité du monde, c'est vraiment pas évident. Si on y est confronté, c'est tellement dissonant avec ce qu'on connaît qu'on va pas pouvoir encaisser l'information calmement. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Il tiendra pas. Le philosophe Jean-Jacques Rosa, s'inspirant d'Orwell, parlait de la définition de ce qu'est le réel comme un instrument de pouvoir. Si 2 et 2 font 4 n'est pas vrai, ou s'il n'est pas vrai que les pierres sont dures, alors je ne sais plus ce que veut dire le mot vrai, et je ne peux plus l'utiliser. La négation de la vérité objective fait en ce sens partie de l'arsenal totalitaire. La vérité est une. S'il y a des versions, il n'y a plus de vérité. Le problème de la réalité objective, c'est qu'une fois qu'on a dit « elle existe », comment on y accède ? Et comment on évite de confondre la réalité avec son modèle ? Il y a de la fiction dans ta vérité et de la vérité dans ta fiction. On en revient à Nietzsche. Il n'y a pas de phénomènes moraux, rien qu'une interprétation morale des phénomènes. Et il dira aussi « l'ennemi de la vérité, ce n'est pas le mensonge, ce sont les convictions ». Autrement dit, tout est fiction. On ne réfléchit qu'avec des modèles, et tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Existe sûrement une réalité objective, mais on affirme qu'on ne pourra jamais la connaître avec certitude, pas avec notre rationalité limitée d'humain. Notre cerveau pourrait être branché à une simulation qu'on verrait même pas la différence. Il n'existe pas d'expérience permettant de prouver l'existence du réel.
Et ça, on doit juste l'accepter. C'est vertigineux, mais on ne peut pas y faire grand chose. Il nous reste alors tout un tas de modèles plus ou moins précis dans lesquels on va piocher. Mais beaucoup de gens ne veulent pas des modèles, ils ont besoin d'avoir une seule grille de lecture du monde. On se sent beaucoup plus en sécurité comme ça, et à force on finit par s'imposer une nouvelle matrice. Bourdieu disait que les sociologues dans leurs enquêtes doivent chercher à s'approcher de la réalité, mais ils doivent choisir entre deux vérités, la réalité objective et la réalité subjective. La première, c'est quand on cherche à avoir une vision du monde au plus proche de la réalité. C'est celle qu'on vise avec la recherche scientifique ou sur des encyclopédies. La seconde est lorsqu'on cherche à comprendre comment les individus ressentent les choses, comprennent les règles du monde, sans chercher à voir si c'est vrai ou faux, bien ou mal, juste comprendre comment est construit leur vérité. Comme Weber avant lui, Bourdieu montre qu'une domination ne se perpétue pas uniquement avec de la violence. Il faut aussi que cette domination soit légitimée par certaines croyances. Une idéologie dominante sera celle qui aura su s'imposer comme la seule manière de voir le monde, imposer sa vision de ce qui est bien ou mal. À l'inverse, on peut appliquer le principe de juger moins et de comprendre plus. De moins juger le choix des autres, genre si j'avais été à sa place, j'aurais réagi de telle ou telle façon. Parce qu'en faisant ça, on ne fait que valoriser nos goûts, qui nous ont été dictés par notre position dans la société. Je pense que c'est plus intéressant d'essayer de comprendre les raisons qui ont conduit chacun et chacune à faire ce choix. Je vous encourage donc à adopter cette posture du sociologue, de chercher à comprendre la vérité subjective des autres, et moins écouter vos peurs qui vous poussent à leur imposer une pseudo-vérité objective. Nos choix ont des conséquences, qui cadreront le choix d'autres personnes et ainsi de suite. Il faut comprendre la sociologie, enfin toutes les sciences en vrai, mais notamment la sociologie, pour comprendre comment nos actions combinées ont des conséquences globales qui vont bien au-delà de nous-mêmes. Par corollaire, nous vivons dans une même société, mais ce qui va nous déterminer est comme une infinité de matrices intriquées les unes dans les autres. Il faut donc développer notre capacité à se mettre à la place des autres, plutôt que nos capacités à nous moquer ou juger l'autre. Je dis pas qu'il faut tout accepter en bloc, je dis juste qu'il faut donner sa chance à toutes les perspectives. Partez du principe que ce qu'on vous dit est vrai. Pris hors contexte, ça peut sembler le pire conseil possible pour quelqu'un qui loue l'attitude sceptique. Mais il ne s'agit évidemment pas d'adopter définitivement une croyance, il s'agit de se donner une chance d'entendre ce qui est dit. C'est d'ailleurs une position qu'on adopte en anthropologie. Si, au cours de ses discussions avec les autochtones, l'anthropologue est confronté à des éléments de langage qui lui apparaissent, de son point de vue, illogiques ou aberrants, il doit partir du principe que ce qu'on lui dit est bien logique, mais selon une certaine configuration de sens qui lui échappe. L'avantage de cette technique, c'est qu'à force de manipuler différentes perspectives de plus en plus différentes, eh bien on s'habitue à remettre en cause ce qu'on considère comme vrai et ce qu'on considère comme bon. Si l'allégorie de la caverne permet d'avoir une image du rôle du philosophe dans la société, Matrix donne une image du rôle des personnes qui s'intéressent à la sociologie. Les personnes qui se forment en sociologie sont comme les hackers qui vont retourner dans le système dans le but d'éveiller la conscience des humains sur le fait qu'ils sont prisonniers d'un monde qu'ils ont eux-mêmes créé. Bien sûr, il y aura des résistances de la part de ceux qui profitent du système parce qu'ils y ont une bonne place. Des personnes libérées du code qui ne souhaitent pas entrer en lutte permanente. Des gens préférant le statu quo ou souhaitant une autre forme de matrice, une autre forme de contrôle. Tous ces gens résisteront au changement. Neo obtient la victoire en laissant tous les clones Smith voir le monde depuis sa perspective. La vision froide de l'agent rencontre l'amour ardent que Neo porte à Trinity. D'un coup, sa perspective va se répandre et détruira les agents, car ils vont perdre leur idéologie mono-perspective. Cette contradiction était ce qui a fait émerger un monde nouveau. Je sais que ça paraît pas évident à appliquer. On doit constamment habituer son esprit à changer de perspective. Mais c'est la condition indispensable pour sortir des matrices dans lesquelles on s'est nous-mêmes enfermés. Pour voir si vous êtes capable de passer ce test de Turing idéologique, je vous propose une expérience de pensée, qui est inspirée de Persona 5. Si on vous proposait d'entrer dans un monde où un dieu bienveillant contrôlerait tous les aspects de votre vie, il mettrait ce qu'il faut de bonheur et de malheur, de difficultés et de coups de chance. Ce dieu créerait un monde qui punirait les vilains et récompenserait les justes, pas comme le vrai monde qui lui est très injuste. Si on vous disait qu'on peut vous faire rentrer dans ce monde en oubliant qu'il est simulé et en vous donnant une illusion de libre arbitre, que choisiriez-vous ? Je ne sais pas ce que vous avez choisi, mais je pense que beaucoup de gens choisiraient l'illusion réconfortante.
Comment leur en vouloir? C'est tellement plus simple de dire on vit dans une société juste où les gens méritent ce qui leur arrive, on se dit quand même qu'il y a une justice. Et ça d'ailleurs aussi c'est un biais cognitif qui s'appelle la croyance en un monde juste. Et partant de là, ça change tout. Si une majorité de personnes veulent rester dans une illusion réconfortante, une justice illusoire, de quel droit on s'autoriserait à leur dire « Réveillez-vous, on vous manipule » et détruire leur monde? Comment est-ce qu'on peut éviter de transformer notre combat en une croisade à sens unique? Dans un de mes tout premiers cours de sociologie, on m'a dit que pour être un bon sociologue, il fallait aimer les gens. Ça voulait dire, oui, accepte que les gens n'aient pas la même manière de voir le monde que toi. Plus vite tu l'accepteras, plus tu y gagneras. Et ça a complètement cadré ma manière de militer. Sur chaque sujet, tout domaine avec des normes, de la domination, on peut appliquer la grille de lecture de Matrix. Sur le patriarcat, le capitalisme, le racisme, le genre, il y aura toujours besoin d'un Morpheus pour vous faire découvrir les codes. Et ce Morpheus peut être un ami, une personnalité publique, un personnage de fiction ou autre, mais il vous en faudra énormément pour espérer sortir de toutes les matrices qui vous auront déterminé. Il faut donc bien faire attention à ce que vous ne vous arrêtiez pas là et que vous vous souveniez que le chemin de Neo, c'est de trouver sa propre voie et pas suivre celle d'un autre. Et la nuance est parfois difficile à percevoir. Comme moi, il faudra bien que tu comprennes tôt ou tard qu'il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Si vous avez apprécié un jour le message que je porte, prêtez attention à comment je le porte. Vous voyez que je dénonce un paquet de trucs, mais j'essaie de faire avancer les choses, de politiser les gens. Est-ce qu'à un moment vous m'avez vu traîner quelqu'un dans la boue? Est-ce que je suis venu dire « Regardez celui-là, qu'est-ce qu'il pense mal? Moquez-vous » C'est parce que je pense que les personnes qui pensent mal sont aussi victimes des structures qu'elles produisent. Évidemment qu'ils voudront te faire rentrer dans le rang. Eux, ils se sont tellement mis la pression pour ressembler à des modèles inatteignables, alors maintenant ils veulent que tu fasses pareil. Autrement dit, c'est dur pour tout le monde. C'est juste que pour certains, c'est plus dur que pour d'autres. Je commence à m'embrouiller tout seul. Je pense que tu peux dire aux gens que tu en parleras dans une prochaine vidéo. Parce que là, si tu commences à développer, tu vas en avoir pour 2 heures. Ouais, c'est pas faux. Bon, j'en étais où? Le risque, quand on se rend compte de toutes ces dominations, c'est de vouloir culpabiliser tout et tout le monde. On comprend que, tiens, en fait, c'est pas neutre, c'est de la domination, alors on va juste se mettre à insulter tout et tout le monde. Je l'ai dit et je le répète, il ne faut pas devenir l'abîme à force de le contempler. La colère que l'on ressent quand on est révolté, elle peut être très légitime. La fatigue que l'on ressent à force de prêcher dans le désert aussi. Mais pour l'amour de Dieu, allez jusqu'au bout de la réflexion. Si tout n'est que déterminisme social, votre ennemi l'est aussi, déterminé à agir comme il est. On peut voir quelques personnes à gauche qui parlent de déterminisme et qui confondent ça avec une destinée immuable, qui dirait que tu as été socialisé comme un homme, tu es et tu resteras qu'un connard toute ta vie, quoi que tu fasses. C'est rare d'entendre quelqu'un penser vraiment ça, mais ça arrive. Il faut éviter l'essentialisme, de dire qu'il y a une essence éternelle au masculin et au féminin. C'est les gens qui défendent bec et ongle la matrice qui font de l'essentialisme. Une fois qu'on regarde le monde avec un regard de sociologue, on commence petit à petit à le voir avec un regard dénué de haine. On commence à comprendre les gens, pourquoi ils agissent comme ça, qu'il n'y a pas de méchants qu'il faut punir. On arrête d'essayer de trouver des trucs qui correspondent à 100% à nos attentes. Sinon, on ne peut pas vivre en société. Il faut surmonter la peur que nous imposent les personnes qui ne sont pas au même niveau que nous. Car si elles peuvent devenir des agents à tout moment, elles sont aussi de futurs alliés. L'idée est que si on a socialisé quelqu'un pour faire ceci, on peut aussi le socialiser pour faire cela. Que les gens peuvent changer. Après, c'est évidemment plus ou moins dur selon les personnes, mais pour changer la société, il faudra convaincre en prenant ça en compte. Plus on aura des gens convaincus en face, plus ça va être complexe à les faire changer d'avis. Mais il faudra bien les faire changer d'avis à un moment. Comment est-ce que Neo et Smith sont devenus plus puissants? En accumulant des connaissances sur le monde qui les entourait. Neo l'a fait en écoutant les autres, en essayant d'être quelqu'un de bien et en se remettant en question. Smith l'a fait par la force, en assimilant les autres, en les forçant à adopter sa manière de voir les choses. Si on veut militer, on ne peut pas le faire en forçant constamment les gens à se conformer à un modèle parfait. Je ne cherche pas à imposer ou défendre un modèle parfait, mais je veux justement permettre à tout le monde de créer sa matrice comme il ou elle l'entend. Et c'est pour ça que j'ai voulu revenir sur la manière dont je suis devenu fan de Matrix, avec du temps et de la pédagogie.
Je ne suis pas quelqu'un qui arrive à comprendre tous les niveaux de lecture d'une œuvre dès le premier visionnage. Je suis quelqu'un qui comprend, avec du temps, si on m'explique. Et c'est comme ça qu'ensuite je suis rentré dans plein de choses, plein de mouvements politiques, philosophiques. Par exemple, le féminisme, c'est avec Internet et de la pédagogie. Là où Matrix est si bon, c'est justement que ça permet alors de lui appliquer énormément de grilles de lecture différentes. Tu veux y voir une métaphore des transgenres, ça fonctionne. Une version moderne de l'allégorie de la caverne de Platon, ça fonctionne. Un film bouddhiste, transhumaniste, postmoderne, catholique, marxiste, féministe, ça fonctionne. Mais bon, finalement, ça veut aussi dire que certaines interprétations vont être contradictoires les unes avec les autres. Perso, j'ai un peu de mal quand on me dit que Matrix fait la promotion de la foi chrétienne aveugle. Mais d'un autre côté, certaines répliques peuvent laisser cette interprétation. Ok. J'espère qu'après tout ça, vous aurez au moins remarqué le profond message libertaire que voulaient faire passer ces réalisatrices. Un message réaliste et plein d'espoir. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. Voir Matrix et écouter Bourdieu, qu'est-ce que ça nous apprend finalement? Qu'un système, c'est beaucoup plus que des règles explicites ou de la violence visible. Il y a beaucoup plus à voir au-delà des yeux. Il y a des codes intériorisés qui créent beaucoup de violence. Et pour stopper ces violences, il ne faut pas se contenter de dénoncer ces règles. Il faut le faire bien. Suffit pas d'être contre, il faut ensuite être pour autre chose. Matrix parle d'un monde simulé, ce qui représente tout système de contrôle et de déterminisme pour l'humain. Mais ce qui était crucial à retenir, c'est pas « et si on vivait dans une simulation ?» mais de dire « comment est-ce qu'on sort des prisons qu'on a nous-mêmes créées ?» Plus on se penche sur Bourdieu ou Matrix, plus on risque de transcender ces illusions précédentes. On finit forcément par questionner nos croyances, questionner nos idoles, et en parlant de ça... Je n'attends pas des réponses philosophiques niaises à tout ça. Je veux une réponse politique à comment sortir de nos matrices. J'espère qu'en vous racontant Bourdieu, je vous ai donné quelques éléments de réponse. Craquer le code, par exemple en apprenant les sciences humaines et sociales, c'est finalement accepter d'adopter d'autres points de vue. Attaquer toutes les illusions sur lesquelles on a basé nos vies, et finalement, c'est apprendre à se connaître soi-même. Je sais que ça peut faire peur. Vous avez peur du changement. Et je ne peux que vous proposer un autre avenir, pas vous le prédire. Je ne peux que vous montrer d'autres manières de voir. Ce que certains n'aimeraient pas que vous voyiez. Je peux vous montrer une autre voie, mais c'est votre choix de l'arpenter ou non. Même si maintenant, je pense que vous avez compris. Vous avez déjà fait ce choix. Et peut-être qu'à la fin, vous direz que cette voie que je vous ai proposée ne vous convient pas. Franchement, si vous m'avez vraiment écouté jusqu'au bout, eh ben tant mieux. Pour citer Lily Wachowski elle-même, si des gens essaient réellement d'abandonner leur point de vue un instant pour voir le monde de notre perspective, alors je pense que tout ce qu'ils pourront dire dans ce processus serait magnifique et légitime. Pour cette vidéo comme pour les autres, je n'espère rien de plus. Que vous soyez capable de voir le monde que je vous laisse entrevoir. Et j'espère ainsi vous aider à hacker vos matrices. Alors utilisez bien votre cerveau. Et soyez heureux. Eh ben c'était long, hein? Interminable. T'as jamais su être concis. Allez, pour te remercier d'être resté jusqu'au bout, je vais te faire un petit cadeau. Des mises à jour. But it could never come